Donc ici, j'ai un petit tableau qui va nous permettre un peu de comprendre cette falsification, cette mystification des sciences. Donc les grandes dates selon l'Occident de l'histoire des sciences. Alors nous avons ici une chronologie qui part de la préhistoire, la pyramide, la fabrication de la pyramide. Les pyramides aussi, qu'on dit qui sont d'origine égyptienne aussi, mais ça fera peut-être encore l'objet d'un autre débat, qui n'ont jamais été construits par les Égyptiens. Malgré, oui, tout à fait, malgré malgré les études, malgré l'égyptologie, mais bon, ça c'est un autre... mais qui les aurait construits? Ça c'est encore peut-être un autre sujet, restons un peu concentrés dans les sciences. Donc l'astronomie, les historiens remontent la naissance de l'astronomie à moins 2000 avant Jésus-Christ, et de moins 2000 à pratiquement moins 100, on retrouve la Grèce antique. Donc la Grèce, c'est la grande pourvoyeuse de sciences, de la culture, de la morale, de la démocratie, de la liberté, etc. etc. Et dans cette période grecque, ou gréco-romaine, beaucoup plus grecque, parce que les Romains étaient beaucoup plus attirés vers le martial, tout ce qui est structure militaire, etc. Donc ils brillaient moins d'un point de vue culturel. Donc on a bien choisi cette période de la Grèce. Donc il y a des noms que tu dois connaître beaucoup, les Thalès, Pythagore, Euclide, Diophante, Socrate, Platon, etc., etc., qui sont nés dans cette période, entre moins 500 et plus 100. Et comme par enchantement, il y a un problème qui se passe à partir du 8e siècle jusqu'au 16e, il y a un vide intellectuel, un vide culturel. Donc on passe de la Grèce antique à la Renaissance, selon une continuité socio-culturelle entre l'Antiquité gréco-romaine et l'Occident chrétien. Donc dans cette Renaissance, on trouve Galilée, Léonard de Vinci, Tycho Brahe, Copernic, Kepler, qui sont considérés comme les continuateurs scientifiques des Grecs. C'est pour ça qu'on dit Renaissance. Parce que voilà, la Renaissance, tout à fait. Donc c'est l'apparition miraculeuse des sciences, des lois, de l'univers, des découvertes scientifiques, de la vie civile, etc. etc. quoi. Et bizarrement, on n'entend pas parler ni de l'Égypte, ni de la Perse, ni de la Phénicie, ni de la Mésopotamie, et ni de la Syrie, comme si ces sociétés beaucoup plus antérieures que la Grèce, beaucoup plus urbanisées, beaucoup plus civilisées, n'ont jamais existé, d'un point de vue culturel. À croire qu'ils pratiquaient la cueillette, la chasse et la pêche. Parce qu'on focalise toute l'Europe, qu'on appelle l'européocentrisme, est basée sur la Grèce antique. Les sciences comme les mathématiques, la médecine, la botanique n'ont jamais existé auparavant, pour la simple raison. Pourquoi? Parce que ces sociétés antiques étaient pataugées dans un bourbier qu'on appelle la mythologie. Ils étaient foncièrement mythologistes. Les légendes, les superstitions, la magie étaient le pain quotidien de ces sociétés. Et on sait très bien que la mythologie, les sciences, les légendes et les superstitions sont antinomiques vis-à-vis de la science. C'est pas possible qu'on peut être mythologiste et en même temps scientifique, ça va pas, c'est contradictoire. Et donc, parlons de la Grèce parce que c'est notre sujet de notre débat. Étant donné que la Grèce est foncièrement mythologique, toutes les divinités de la Grèce antique, tout le panthéon grec était l'artisan de l'univers. Chaque dieu était responsable d'un élément ou d'un principe naturel. Zeus, par exemple, j'ai fait un petit tableau vite fait. Zeus, par exemple, était Dieu suprême et le maître des dieux et des hommes. Prenons un cas concret. Déméter, chez les Romains, elle avait un autre nom qu'on appelle Cérès, était la déesse de la terre et de l'agriculture.
Rentrons un peu dans la logique d'un grec. Imaginons qu'un grec a fait une mauvaise culture. Que va-t-il faire? Étant donné qu'il est mythologiste, il va faire des offrandes dans un panthéon à Déméter. Par des offrandes, des incantations pour que la terre soit beaucoup plus productive. Donc il n'aura jamais l'idée d'étudier la plante, l'irrigation pour essayer d'améliorer sa culture. Poséidon, c'était le maître de la mer, donc de la pêche, donc tout ce qui est en rapport avec la vie marine. Pourquoi étudier les plantes, le plancton, les poissons, puisqu'on a déjà le dieu qui s'occupe de... Les gars qui nous ont laissé des travaux quand même sur sur l'étude justement, j'ai envie de dire des mathématiques par exemple. Donc ce phénomène, en fait, ce problème, en fait c'est un problème parce qu'en réalité ils n'ont strictement rien laissé quoi. Justement, sur quel support ont-ils laissé un quelconque ouvrage? Parce que le problème avec la Grèce, il ne suffit pas de nous dire bon Pythagore, Thalès a écrit, a fait, a inventé la géométrie, le théorème. Voilà, d'Archimède, de Pythagore ou de Thalès quoi. Ce que j'ai fait, bon, c'est ce qu'on a appris à l'école, à l'université, etc. Ce qui m'a je trouvais un peu bizarre, que justement, ils ont trop fait ces Grecs, ils ont trop créé quoi. Et qu'ont-ils laissé entre temps quoi? 500 avant Jésus-Christ, normalement ils auraient dû laisser des traces, quelque chose qui est palpable, qui a fait preuve que ce qu'ils ont créé a persisté, a resté quoi. Et bon, on s'avère, donc l'idéal c'est d'aller décortiquer la Grèce antique. Qu'est-ce que c'est un grec? J'ai trouvé par exemple Albert Ruffin dans La superstition à travers les âges, disait à Cranon, c'est une contrée en Grèce, partant de sécheresse, on promenait une amphore sur un chariot pour inciter la pluie à tomber. Les célèbres philosophes conseillaient par exemple, si en rêvant on avait vu des étoiles, il fallait tourner en rond. Si c'était la lune, de courir en long. Si c'était le soleil, de courir tout en long qu'en rond. Albert Bonnard disait dans la civilisation grecque, et ça c'est très important au niveau de la physique et de la mécanique, l'esclavage ne se contentait pas de rendre inutile l'invention des moyens mécaniques de production. L'esclavage avait tendance à freiner les recherches scientifiques qui auraient permis la création des machines. Les inventions mécaniques ne se développèrent donc jamais en Grèce parce qu'on disposait d'esclaves. La science grecque n'est jamais née. Mais j'aimerais bien juste entrer dans ce phénomène de science. On parle beaucoup de médecine, dans mon domaine, on parlait de la médecine. Ah Quand on parle de médecine, on parle d'Hippocrate, de Galien. Donc j'aimerais bien parler juste le cas de la médecine en Grèce. D'ailleurs, serment d'Hippocrate qui est toujours juré. Serment d'Hippocrate qui n'est en réalité pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Avicenne, de Ibn Sina, quoi. Et bon, on pourra encore en parler. Jean-Marie Gardaya souligne, en parlant de la médecine, les Grecs étaient profondément superstitieux et innombrables sont les superstitions relatives à la santé et à la maladie, chassant la maladie grâce à une intervention surnaturelle. Donc en fait, c'était quoi? C'est de la magie en fait qui faisait un peu Exactement. Ce qu'on appellerait de la magie aujourd'hui. Tout à fait. Le chamanisme, le sorcier en Afrique, le chamanisme en Asie, en Amérique du Sud, les prêtres qui font des incantations au nom de Jésus, etc., qui est un héritage grec, tout ça n'a rien en relation avec la médecine d'un point de vue scientifique, qui est l'observation, l'analyse et la reproduction à l'infini d'un fait scientifique. L'Olympe regorge de divinités guérisseuses. Igéa, c'est-à-dire Igi, est la déesse de la santé. Péon, le médecin des dieux. Diane Artémis, déesse des vierges, invoquée pour guérir les enfants. La déesse Eilitis Héra, confondue chez les Romains avec Junon et Géry, déesse de l'accouchement des femmes et des enfants. Ajoutons encore la déesse Aphrodite pour la sexualité et enfin Asclépios ou Esculape qui incarne la médecine.
Donc ça, en plus, ce sont des auteurs français, c'est ça, qui ont fait des recherches approfondies sur la médecine grecque pour en connaître les racines exactement. Exactement. Je peux te montrer que bon, ce que j'affirme n'est pas quelque chose que je suis le seul à dire. Oui, voilà. Oui, un étudiant en médecine qui préparait sa thèse, Jean-Bernard Boulet, en 1804, dans sa thèse de docteur en médecine à la faculté de Paris, nia catégoriquement l'existence du personnage Hippocrate. Ah, pour lui, Hippocrate, c'est une légende. C'est une légende, il n'a jamais existé. Après, on rentre dans la médecine grecque. Qu'est-ce que la médecine grecque? La thérapie, la thérapeutique grecque. Comment les Grecs soignaient leur conception de la médecine? Thérapie, un mot grec aussi en plus. En plus, voilà, c'est ça. Alors, certains remèdes grecs. Alors, menstrue en retard, par exemple, appliquer une araignée contre le sexe de la patiente. Bon, j'avoue rester un peu. Placer une grenouille dans la poche du fiévreux. Ça, c'est. D'accord. Alors, la déficience mentale. Ah, ça c'est le top. C'est pas mal. Alors, placer la tête d'un individu intelligent contre la tête du malade. Ah. Là, j'avoue que ça, c'est la. Et donc, ça c'est la médecine grecque. Alors là, j'en vois une. Carie dentaire. Appliquer une dent de mort contre la dent cariée. Alors l'insomnie, voilà. Attacher une truie dans le lit du malade. Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours caché. La réalité, c'est ça. Parce que ce sont des pratiques qui étaient très d'usage courant dans l'Antiquité. On me dit, par exemple, une hémorragie. Voilà. Donc, juste pour te dire une petite... Ça, c'est la médecine grecque. Ça, c'est la médecine. En parallèle, la médecine musulmane qui est apparue à partir du 9e siècle. Et tu verras la différence. Donc, il y a deux façons de traiter. Une façon grecque et la façon musulmane. Une hémorragie, donc cautérisation au fer rouge. Donc en gros, on brûle tout. Quoi. Tout à fait, voilà. Tout est brûlé. Alors que dans la médecine musulmane, tu dis ligature des vaisseaux. Ouais. Ce qui semble être plus proche de la médecine moderne. La cataracte. Alors, cataracte, problème aux yeux. Alors, dans la médecine grecque, application de l'œil droit de la grenouille et du serpent sur l'œil infecté. Déjà, il faut se mettre une grenouille et un serpent dans l'œil. Alors que pour la médecine musulmane, on me dit résorption totale par une aiguille creuse. Tout à fait. Un des fondateurs de l'ophtalmologie, qui s'appelle Al-Mawsili, a découvert, a mis au point des opérations de la cataracte par ponction à l'aiguille creuse, sous anesthésie locale, à base de hashish, donc il le faisait de par pratique courante. Oui, l'anesthésie. Anesthésie qui a été, alors ça pour le coup c'est quand même admis, c'est la médecine musulmane qui a ramené l'anesthésie, ça, conjonctivite. Donc appliquer l'œil droit de la grenouille et du serpent sur l'œil affecté. C'est horrible. Et ça, c'était ça la médecine grecque. La médecine grecque. Ça, on ne l'apprend pas sur les bancs de la faculté de médecine. On parle toujours de Galien, d'Hippocrate, il a écrit un livre, en parlant par exemple même de Platon, Platon le Timée, l'éthique de Socrate. Le problème, qu'est-ce qu'un livre? Tu as déjà vu l'école d'Athènes? Oui, l'école d'Athènes, où on remarque Aristote tenant l'éthique, Platon à côté de lui tenant le Timée. Un peu plus loin, Pythagore qui est en train d'écrire sur un livre. Derrière lui, il y a un personnage affublé d'un chèche qu'on peut apercevoir comme Averroès, et qui essaye de copier un peu par-dessus l'épaule. Voilà, et un peu plus loin vers la droite, on retrouve Euclide et Archimède. Ça, c'est l'école d'Athènes, la fresque de Raffaello de Sanzio, qui se trouve au Palais du Vatican, à la Chambre des signatures. C'est une fresque pour marquer la conscience des individus. Quand on remarque la fresque de Raffaello, on retrouve des livres. Aristote, Platon, Socrate, mais certains ils vont vous dire mais bon, c'est symbolique et tout. Mais la conscience collective des gens, c'est un livre. Un livre est un livre. Qu'est-ce qu'un livre en réalité?
Qu'est-ce qu'un livre? Qu'est-ce qu'un livre? Un livre est la réunion de plusieurs feuilles entre elles qui donnent un livre, c'est-à-dire un codex, qu'on appelle en latin un liber, quoi. La définition même du Larousse, le livre se définit comme une réunion de plusieurs feuilles de papier servant de support à un texte manuscrit ou imprimé. Donc, puisqu'on nous dit que ces livres ont été écrits par Hippocrate, par Galien, par Thalès, ils ont écrit des ouvrages de mathématiques, de géométrie, de médecine, de chirurgie, de botanique, matériel médical de Dioscoride, etc. quoi. Sur quel support ont-ils écrit? D'après ce qu'ils nous disent, et ils nous l'imposent sur des livres. Donc le livre, d'après cette définition, on n'en a jamais trouvé un seul vestige. Il n'y a aucun livre. C'est-à-dire Mais il n'existe pas. Même d'un point de vue archéologique, quand on fait des fouilles, ils ont fouillé la Grèce, ils ont fouillé Rome, ils n'arrêtent pas de fouiller. Ils fouillent tout le temps. Jamais ils n'ont trouvé un vestige d'un quelconque livre. Imagine ce bouquin du rétablisme, je le jette dans une cave, je reviens 500 ans plus tard, je trouve, même s'il est dans un état déplorable, je trouve un peu, au moins la forme d'un livre, quoi. Je veux dire, un fragment d'un livre. Tiens, il ressemble à un livre, fut un temps c'était un livre. On voit que c'est un codex carré, voilà, rectangulaire, c'est un livre. Donc voilà. Aucun vestige, aucune fouille archéologique n'a jamais retrouvé. Rien du tout. Mais quoi, on a trouvé des textes quand même, non? C'est quoi ce texte? Sur quel support ont été faits ces textes? Quels sont les supports d'écriture de l'époque de l'Antiquité? Tablette de bois blanchi. Tablette de bois blanchi. C'est vrai qu'on n'a pas encore au papier. Hein. Voilà. On est très loin du papier. Tablette de bois enduit de cire. Ça, oui. Le parchemin à base de potane et de bovin, d'agneau, de chèvre, etc. Des tablettes d'argile. Sinon, plaques de bronze. Plaques de pierre. Ah oui, les plaques de bronze, on a retrouvé voilà, plaques de pierre. Oui. Le papyrus, c'était... papyrus, ils ne pouvaient pas trop le commercialiser parce que c'est une entreprise d'État. Le pharaon avait le droit monopole absolu sur le papyrus. Donc la fabrication du papyrus servait à l'administration égyptienne et à la prêtrise, c'est-à-dire tout ce qui est acte religieux. La commercialisation du papyrus était très contrôlée parce qu'elle était très chère déjà pour fabriquer le papyrus et comme c'était un monopole d'État, donc ils ne pouvaient pas le... Et ceux qui arrivaient à en avoir, ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas écrire on ne pouvait pas s'en servir. Sur ce genre de support, on peut faire des estampes, on peut graver un petit peu quoi, mais il est impossible d'écrire un typé de 300, 400 pages actuelles. Imagine-toi un peu la quantité de pierres, si c'est ceux de la pierre, de bronze, ceux de bronze, des omoplates, voilà, tout à fait, ou de parchemin, etc. Impossible. Peut-être pour une estampe, pour une gravure, on peut, peut-être, mais ça reste toujours très limité, quoi. C'était un petit texte. Mais il est impossible d'écrire de longs textes. On peut faire de longs textes, par exemple, sur du papyrus, qu'on essaie de mettre sur un parchemin. Sur du parchemin, peut-être. Mais écrire le timée ou l'éthique, il est impossible d'écrire 300 pages de notre caractère à nous, quoi. Donc il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de traces. Aucune trace. On a quoi, des bribes de textes qui nous sont parvenus? C'est quoi comment on a attribué, par exemple, le théorème de Pythagore? On nous a dit, il y a un théorème de Pythagore. Ça serait, Patrick, ce sera peut-être dans le peut-être tout à l'heure. D'abord, le problème, le papier est apparu quand? Beaucoup plus tard. Le papier, on sait, ça paraît beaucoup plus tard. Le papier apparaît pendant la bataille. Il y avait une bataille qui s'appelle la bataille de Talas. Et c'était au Kyrgyzstan. Oui. Kyrgyzstan, il y avait l'Asie centrale. Donc voilà, l'Asie centrale. Donc, il y avait le monarque qui était converti à l'islam et qu'il demandait l'aide des musulmans parce que les Chinois arrivaient en masse pour l'obliger à payer un tribut. Donc cette région donnait un tribut chaque année aux Chinois. Et comme à cette période, ils ne voulaient plus leur donner, les Chinois, par représailles, ont envoyé une armée. Il a demandé l'aide de Abu Abbas el-Safa, de la dynastie des Abbassides, qui a envoyé le général Salih ibn Ziyad, c'était un grand général de l'époque de l'armée musulmane, qui est allé aider ce monarque. Il y a eu une grande bataille par le général Tao Qianchi, peut-être pas un Sud-Coréen, mais un Coréen, un général coréen Tao Qianchi, qui était à la tête de l'armée chinoise. Donc il y avait une très grande bataille.
Les musulmans sont sortis vainqueurs. À la suite de cette bataille, les musulmans ont fait prisonnier des Chinois, des prisonniers chinois. Ils ont été emmenés à Damas et à Bagdad, et c'est là qu'ils ont délivré le secret du papier et de l'encre de Chine. Donc voilà, donc en 755, la création d'une manufacture de papier qui alimente l'empire musulman. Donc en 755, le papier apparaissait dans les territoires musulmans. Il y a eu un livre, la naissance du livre, le premier livre de l'humanité réellement, qu'on peut tracer archéologiquement et historiquement, fut le Coran. Donc la naissance du livre, le premier livre, en arabe on appelle ça Kitab. Kitab, c'est le livre. Mais les Chinois, ils ont fabriqué des livres? Non, ce n'était pas des livres, c'était des parchemins. Des parchemins qu'on dépliait comme ça, tout à fait. C'est des rouleaux, en fait. Des rouleaux. Ils ne connaissaient absolument pas le livre. Ils ne savaient pas ce que c'était, le livre. Le premier livre de l'histoire, au sens étymologique du terme, fut le Coran. Donc il se propage par ce moyen le plus rapidement. Aux quatre coins du monde, il est arrivé. Parce que déjà au IXe siècle, les musulmans utilisaient l'impression xylographique. Au lieu que ce soit une imprimerie de type mobile comme celui de Gutenberg, c'était une imprimerie de type fixe. On gravait le texte sur du bois, qu'on passait ensuite les feuilles de papier qui étaient fabriquées, et ensuite on fabriquait le Coran. Dans ce contexte-là, le Coran était monoscript, c'est-à-dire que c'était le même Coran pour tout l'empire musulman, puisqu'il sortait de la même fabrique. Non seulement les Chinois ils ont légué le secret du papier, mais ce papier n'était pas tout à fait intéressant d'un point de vue livresque. Donc les musulmans l'ont perfectionné. Dès le milieu du 8e siècle, en 755, à Bagdad et à Damas, bien qui est supérieur et beaucoup plus résistant que celui du papier que les Chinois ont légué, le secret. L'encre, c'est pareil. Les musulmans, quand ils avaient le papier et l'encre, ils l'ont perfectionné parce qu'ils avaient un usage beaucoup plus intense. Donc les premières encres, tant en Chine, en Orient en général, qu'au Proche et Moyen-Orient, puis en Europe, sont toutes à base de noir de fumée. Donc une grande innovation est l'encre au fer, créée par les musulmans à partir du 9e siècle, avec ces trois ingrédients de base: noix de Galles, sulfate de fer ou de cuivre, gomme laquée. Ce sera la seule à permettre l'usage des plumes d'oiseaux pour l'écriture. Donc l'encre au fer, dès qu'elle se fixe sur le papier, le temps n'a plus d'effet sur elle. Ses nuances et son éclat défient les siècles, voire les millénaires. Ça, c'est le livre Al-Qanun fi Tabb de Ibn Sina, le livre fondamental de la médecine, qui a été utilisé jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, qui a été traduit en latin des centaines de fois par des centaines de traducteurs. Il date donc à Avicenne, c'est vers le 890, entre le 9e et 10e siècle. Et cet ouvrage, il se trouve, qui se trouve au Pentagone, aux États-Unis. Ne me demande pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, mais il est là-bas. Ouais, voilà. Oui, d'Avicenne, voilà. Donc, quand tu vois, tu le remarques très bien, il ne perd rien en sa consistance, au niveau de la couleur, du texte. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Dire, oui, et il date du fin 9e, début du 10e siècle. Et il est toujours tel qu'il est dans cet état-là. Oui, par exemple, l'imprimerie en Europe, en Europe chrétienne, elle arrive, Voilà, en 1450, l'invention de l'imprimerie à Mayence par Gutenberg. Le fameux Gutenberg. Tout à fait. C'est juste pour te montrer un peu la possibilité que ce papier et cette encre a donné comme engouement à la culture et à la Renaissance en Europe. En 1500, en Europe, on parle en Allemagne seulement, 200 ateliers d'imprimerie en Allemagne. Au XVe siècle, 40 000 éditions. 6 à 15 millions de livres sont imprimés. En à peine 50 ans, en fait, ça se... Complètement. 16e siècle, 10 000 éditions pour la seule Angleterre. En Europe, il y a 150 millions de livres pour une population européenne qui faisait moins de 80 millions. D'un passé culturel axé sur l'oral, l'oralité,
99,9% de la population européenne Ne savait pas lire ni ne savait écrire. ni écrire. En fait, c'était conservé, il faut bien le dire, par les moines qui étaient... voilà, il y avait un L'Église, pouvoir dans de les l'Église. scriptoriums, dans les monastères. Les riches aussi, alors Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que bon, au départ, Gutenberg, lui, ce qu'il voulait, c'était un but lucratif. Il s'en contrefichait de la culture en Europe. Ce qu'il voulait, c'était se faire de l'argent. D'ailleurs, ils étaient trois. Il y avait lui, qui était orfèvre. Donc orfèvre, ça veut dire qu'il savait graver, En fait, faire. Donc il y avait un financier donc, qui finançait ses travaux. Hein. Donc il investissait, c'était un investisseur. Et le troisième était un copiste. Copiste spécialiste de langue arabe. Alors, les fameux moines copistes. Exactement ça. Donc juste pour le parallèle, l'imprimerie dans le monde musulman. En 1515, Sélim Ier, par un décret ottoman, interdit sous peine de mort toute imprimerie, toute lecture d'un ouvrage imprimé, toute